Il a fait ses preuves sur toutes les scènes de France et de Navarre, mais aussi au cinéma dans Les Gagnants, côté d'Alban Ivanov, de Joe Star également, un film qu'il a coécrit et réalisé, comme son premier spectacle d'ailleurs, existé en tournée, qu'il jouera ce samedi 18 juin à La Cigale. Humour nonchalant, posture consternée, vous l'avez compris, on découvre aujourd'hui le moqueur Az plutôt, aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Az. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Moi, j'ai tendance à dire AZ, je ne sais pas pourquoi, mais Az, c'est tout aussi bien. Vous n'êtes pas la seule. Ouais, on confond souvent. Alors, on va parler de votre actualité, bien sûr, en tant qu'humoriste, mais aussi de vous, puisqu'on prend le temps dans cette émission. On est ensemble pendant 1h30. Alors, on va commencer, bien sûr, par le début. Az, vous vous appelez en réalité Azdine Benjilali. Vous avez 25 ans. Vous êtes d'origine algérienne, 27. mais 27 aujourd'hui. Ouais. Ben voilà, le temps est passé depuis que j'ai écrit ça. Vous avez, semblerait-il, grandi dans le Val-de-Marne ou à Marseille. Je ne sais pas, vous allez nous le dire parce qu'on a très peu de choses sur vous. C'est vrai. Non, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 94. Et non, je suis souvent à Marseille parce que mon producteur et mon co-auteur vit là-bas et que c'est une ville que j'aime beaucoup, donc on se met souvent là-bas pour écrire. Mais sinon, non, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 94. À Vitry-sur-Seine, dans une grande ou une petite famille, beaucoup d'enfants, beaucoup de frères et sœurs? Dans une famille normale, deux sœurs, une mère, un père. Ok, tout va classique. Bien. Vous êtes donc humoriste, vous débutez il y a 6 ans, je crois, un petit peu plus maintenant. Je crois que ça va faire 8 ans là, puisque 7 ans. Je sais pas, la première scène que j'ai fait, c'était en 2015-16. Ouais. Donc ouais, c'est ça, 6 et 6, 12, et moins 2, plus 4, divisé par 3. Exact. On est pas mal. C'était en 2015, je crois, à l'âge de 19 ans. C'est ça. Quel souvenir vous avez gardé de votre première scène ? Très bon souvenir, c'était dans un truc qui s'appelait le Café de l'Arc, sur les grands boulevards. Donc c'était un petit café, en haut ils avaient fait une petite scène ouverte pour les jeunes artistes, et puis j'avais fait un passage qui était aujourd'hui, si je le revois, je me dis c'est nul, mais en vrai c'était un bon premier passage. Ça m'a donné envie de continuer, ça m'a pas traumatisé. Oui, quoi. C'est ça, parce qu'on se dit souvent que la première, soit on imite quelqu'un pour faire comme si, on cherche en style. C'était quoi ce que vous disiez sur scène à l'époque ? Quand t'as 19 ans, t'as pas grand chose à raconter sur la vie, et puis en plus tu connais pas encore bien le stand-up, ce qui est intéressant à raconter, etc. Donc moi c'était assez classique, je parlais des réunions parents-prof, de l'école, de où j'ai grandi, donc rien de foufou, mais bon, on fait avec ce qu'on a quand on a 19 ans. On n'a pas de background. La scène, c'était un rêve de gosse, un jeu, le hasard ? Non, c'était un rêve. C'était un rêve de gosse. Je regardais beaucoup d'humoristes sur YouTube, etc. Et donc j'avais envie de faire ça, et puis je me suis lancé. Vous aviez un modèle à l'époque ? Non, pas spécialement, pas de modèle. Je regardais un peu toute la scène émergente. Je regardais beaucoup le Jamel Comedy Club, bien sûr, Jamel, Gad, classique quoi. Alors justement, vous débutez il y a quelques années, vous commencez par des petites scènes, bien évidemment, les scènes parisiennes comme le Paname qu'on connaît bien. Je crois que vous y jouiez à l'époque d'ailleurs tous les dimanches à 18h, si j'ai une bonne info. C'est vrai, je crois que j'avais fait un rodage tous les dimanches à 18h de mon spectacle, mais le Paname, j'y jouais surtout tous les jours. Ouais. Ça a vraiment été l'endroit. Exactement, ça a vraiment été l'endroit, et ça l'est encore aujourd'hui parce qu'on n'est jamais arrivé, qu'il y a toujours des nouveaux passages à tester, il faut toujours être dans l'actu, etc. Donc c'est vraiment l'endroit où on s'entraîne et où on teste nos nouvelles vannes, et donc non, c'est un petit peu la messe du stand-up là-bas, quoi. Il y a tout le monde, quoi. Comment vous définiriez votre style ? On dit que vous avez un style à l'américaine. Ah bon ? Écoutez, je préfère c'est ce que j'ai vu en tout cas, mais c'est vrai que c'est un peu votre truc. Ouais, non, je sais pas, je préfère que les gens le disent pour moi. Vous faites... Non, nonchalant, je le sais. Ouais. Ça, mais c'est agréable, c'est drôle. Ouais, dans la vie de tous les jours, je le suis. C'est pas un style que j'ai travaillé sur scène, donc j'ai toujours été un peu comme ça. Je pense que ça vient aussi d'une timidité que j'ai, qui fait que sur scène, je suis pas non plus à sauter de tout partout. Mais non, nonchalant. Et puis après, des choses de la vie. Je parle beaucoup de choses de la vie sur scène que je trouve... que les gens trouvent importantes, j'ai l'impression, et que moi, je tourne souvent à la dérision ou au ridicule, quoi. Vous êtes donc honnête sur scène comme à la vie, puisque vous êtes vous-même. Moi, je dirais que vous êtes un peu moqueur. C'est comme ça que je vous définis. Ouais. J'ai vu votre spectacle, bien évidemment. J'ai vu pas mal de vidéos. Et justement, puisqu'on en parle, vous avez été révélé sur les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, je crois que vous le faisiez en parallèle quand même. Non, je montais sur scène, je faisais des petites scènes ouvertes. Et ouais, à côté, je faisais des vidéos de parodies de rappeurs
mon Instagram. Et donc, ouais, j'ai pris un peu d'abonnés grâce à ça. Et puis, non, je faisais les deux. Et ben justement, on écoute un bout. Les amis, vous connaissez les rappeurs mathématiciens? C'est les rappeurs, ils rappent que avec des chiffres et des nombres. Du début à la fin de la chanson, il y a que des chiffres et des nombres. Tu sais pas pourquoi? Les mecs adorent les maths. Hein. Tu sens que le mec est très très chiffre. Hein. Il commence sa musique, il est chaud déjà. AK-47, AK-48, j'ai vendu mon AK-49. Desert Eagle numéro 77, j'aimerais être à 10 000 € par WAM. Et moi, je sais que c'est avec 1 million d'euros, je préfère avoir 400 10 000 Tu peux me demander d'où je viens du 75 et lui vient. Alors là, on l'entend, c'est une parodie des rappeurs, c'est vrai, il y a tout le temps des chiffres. Enfin, certains rappeurs, vous en parlez notamment dans votre spectacle, mais vous n'avez pas dû vous faire que des copains, du coup. Non, finalement, écoutez, en fait, j'avais fait une petite story aussi une fois pour expliquer ça, que je disais que les rappeurs que je singeais entre guillemets sont souvent des rappeurs que j'aime beaucoup parce que pour pouvoir arriver à un petit peu les copier entre guillemets, faut quand même les avoir écoutés plusieurs fois. Donc c'est des rappeurs que j'aimais beaucoup. J'ai jamais eu de soucis avec des rappeurs. J'ai même des rappeurs comme Dadju qui avait commenté la vidéo que j'avais faite sur lui et qui m'avait dit ouais, je savais que j'allais y passer parce qu'à un moment je faisais vraiment tous les rappeurs. Donc non, j'ai jamais eu de, ça m'a pas créé de. Bon, après non plus, j'ai pas dénoncé un truc de fou quoi non plus. Mais, non, ça. Mais écoutez, j'en étais sûre parce que j'ai eu Jimo en face de moi il y a quelques semaines qui nous disait être fan de 50 Cent. Ouais. Et forcément, quand on connaît si bien le rap comme vous, forcément c'est que vous l'avez écouté, donc c'est évident. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une envie aussi d'être un peu chanteur dans l'histoire ? Une envie d'être chanteur, je dirais pas ça. Par contre, un amour pour la chanson, oui. Moi, j'adore la chanson, j'adore le rap, j'adore la variété française. Je me suis acheté un piano, je me suis mis un peu au piano. Bon, je suis amateur, hein, je sais jouer quelques musiques, mais je suis pas un pianiste, mais j'ai appris sur YouTube. J'adore la musique, j'adore chanter, j'adore poster des vidéos où je chante, où en même temps je joue du piano. J'adorerais sortir un titre un jour, mais j'ai pas envie d'être chanteur. Vous l'avez fait, hein? Faut être honnête. Oui, la bande originale des Gagnants. J'ai fait la bande originale des Gagnants, ça c'est vrai. Voilà. On va en reparler de toute façon. Je me suis fait un petit kiff. mais non, mais j'ai pas envie d'être chanteur. Moi, j'ai envie de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'humour sur scène et un peu de comédie et de cinéma. Mais j'ai pas cette envie-là d'être chanteur particulièrement. Non, mais j'aime bien. Faire un kiff de temps en temps. Ouais, voilà, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et justement, vous le faites sur scène, puisque vous nous l'avez dit, vous adorez surtout les rappeurs français, d'origine africaine notamment. Style MHD ou encore Que Black que vous imitez dans votre spectacle. Il y a un petit bout quand même qui est assez drôle. On peut le diffuser ou alors vous pouvez nous le faire en direct. C'est vous qui décidez, Az. Bah, vous avez quoi? Vous avez l'instru? Bah, j'ai pas l'instru, mais j'ai l'imitation, entre guillemets. Bah, on diffuse alors. Allez, on diffuse. Que Black, rappeur français d'origine africaine. Il chante en français. Il met un mot africain à la fin de la phrase. Tu comprends plus rien. Ça donne ça. Ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi devenir ton sac à yo. J'ai tellement mangé de M&M's que mon ventre s'est transformé en Gaïa. Maman m'a dit, s'il te plaît, mon fils, ne deviens pas un bacaillé. Pourquoi quand je vais à l'école, je sens mon cartable qui ébahit. Alors voilà, c'est très drôle, il faut aller voir le spectacle bien évidemment pour écouter la suite. Moi je me suis beaucoup marrée comme on dit, c'est un peu le teasing du spectacle qu'on va bien sûr évoquer dans quelques minutes, on va y revenir, mais d'abord on va revenir à votre début de carrière parce que il est passionnant. Vous arrivez sur la scène du Jamel Comedy Club en même temps qu'Inès Reg, je crois qu'à ce moment-là on est en 2016. Comment on est recruté au Jamel Comedy Club ? Comment on est recruté au Jamel Comedy Club? Bah, en fait, on fait beaucoup de scènes ouvertes à Paris jusqu'à arriver à avoir un passage un petit peu bien, quoi, un passage de 7 minutes. Derrière, tu envoies ta vidéo au Jamel Comedy Club. Ils ont une structure au Jamel Comedy Club qui s'appelle la Def Jam. C'est une scène ouverte qui se passe le mardi. Derrière, s'ils te disent OK, donc tu viens faire la scène ouverte. Si tu aimes bien la scène ouverte du mardi, tu refais la scène ouverte du mardi. Donc moi, j'ai fait ça pendant 1 an. À l'année, ils font un peu les gagnants de la Def Jam. Donc je faisais partie des 2 gagnants, je crois qu'il y avait moi et il y avait Paul de Chavannes et moi. À l'époque, on était partis au Festival des Jeunes Talents à Marrakech derrière. Et puis après, j'ai intégré la troupe. Derrière, on a fait une émission télé. Après, on a écrit le gala du Jamel Comedy Club. Et nous avait passé carrément l'écriture avec Paul Mirabel. On avait écrit le gala pour Canal+. Et puis voilà. Ah oui, je me souviens de ce truc. C'était génial d'ailleurs. Ouais, merci je me rappelle. Il y a bientôt les 10 ans du Marrakech du Rire. C'est en ce moment d'ailleurs, du 15 au 18 juin. Pourquoi vous n'y êtes pas ?
Bah écoutez, faudra poser la question aux gens qui appellent, à Jamel, etc. Je sais pas. Je sais. En vrai, je sais pas. Je pense que c'est une année anniversaire, donc je pense qu'ils ont invité aussi pas mal de personnes qui l'avaient déjà faite. Et puis des gros artistes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils ont mis la lumière sur les jeunes talents cette année. Peut-être qu'ils le feront l'année prochaine. Je sais pas. A priori, il y a un nouveau programme d'ailleurs qui devrait démarrer sur une des chaînes du groupe M6. Vous en avez entendu parler? Ce sera un programme de Jamel Debbouze. C'est pas un concours, mais c'est une sorte de compétition naturelle qui est faite tous les ans. Et donc, ils vont suivre le gagnant de la compétition qui fera peut-être la première partie du Marrakech du Rire, qui sera pas diffusée à la télévision. Mais c'est un format aussi un peu hybride où il y aura plusieurs épisodes qui vont mêler stand-up et docu-réalité pour dévoiler un peu le processus de la créativité. Donc, c'est à suivre et prochainement peut-être sur une des chaînes du groupe M6. Est-ce que vous l'auriez fait, vous, quelque chose comme ça? Bah écoutez, moi je trouve qu'en France on manque vachement d'émissions d'humour, tu vois, par le Montreux et le Marrakech du Rire, donc t'as 2 émissions par an qui sont vachement visionnées, et encore le Montreux c'est plus sur YouTube, etc. Donc je trouve qu'on manque vachement d'émissions. On peut montrer aujourd'hui il y a Génération Paname qui passe un peu sur France 2 en deuxième partie de soirée. Il y avait On ne demande qu'à en rire. Voilà, mais moi à donné, l'époque bon. d'On ne demande qu'à en rire, au début si j'avais été dans cette période-là, je pense que je l'aurais fait, oui, parce que c'est des moyens de te faire connaître, c'est des moyens aussi de montrer ce que tu sais faire, et je trouve qu'on manque vachement d'émissions d'humour en France. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça marche pas, etc. Mais je trouve que ça manque vachement aux humoristes pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Alors a priori, le Jamel Comedy Club en tout cas sera de retour le samedi 25 juin sur Canal pour une nouvelle saison. On note en tout cas l'idée d'une prochaine émission peut-être d'humour sur une des chaînes, et pourquoi pas la créer, puisque vous êtes aussi réalisateur, mais on va en parler dans un instant. Peut-être futur producteur, Az. Mais on va continuer à parler encore de votre parcours. Après avoir fait vos armes et quitté le Jamel Comedy Club, vous vous produisez aujourd'hui sur scène avec ce fameux premier one-man show Exister. Ce sera le 18 juin à la Cigale à 20h, mise en scène par Laurent Jonca. Laurent Ginca. Votre premier matériau, c'est votre vie, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ouais, ma vie, la vie des gens, la vie quotidienne, la vie de tout le monde, ce que je vois. Il y a des thèmes quand même que vous abordez avec cette fameuse nonchalance consternée, dites-nous. Moi le mot qui regroupe un peu tous les thèmes c'est le titre du spectacle, c'est Exister. Je parle de plusieurs choses de la vie. En fait, le spectacle, je vais pas en dire il dénonce, parce que c'est pas un spectacle qui dénonce, mais je parle de tous ces gens qui veulent faire quelque chose, mais pas pour eux, pour exister. Je parle des gens qui vont dans les manifs. Je dis pas que tous les manifestants sont des gens qui veulent exister, mais il y a souvent des gens qui prennent des combats juste pour exister. Donc je tourne un peu au ridicule des choses qu'on trouve un peu trop importantes dans la vie. Alors vous, il y a un combat a priori qui vous tient à cœur. Vous, les manifs, c'est pas trop votre dada. D'ailleurs, les draps, vous avez pas envie de les utiliser pour faire des pancartes. Mais c'est les pailles en plastique. A priori, les pailles en plastique, c'est un vrai truc pour vous. On va peut-être écouter un petit extrait dans quelques instants sur Radio J. J'ai un combat depuis pas longtemps, c'est qu'il n'y a plus de paille en plastique. Et ça, par contre, ça me casse les couilles. Ah là, je vous dis, là, s'il y a une manif, j'y vais, hein, avec la housse de couette, tout ce que vous voulez. Hein. Parce que les nouvelles pailles biodégradables qui se biodégradent dans nos bouches, là, qu'est-ce que c'est que ces pailles de merde? 2022, tu fais des pailles comme ça? Tu bois ton coca, t'as plus de paille, elles fondent, c'est quoi? C'est quoi cette paille? Truc de fou, quoi, là. En plus, du jour au lendemain, les pailles, hein. Vous avez vu les pailles, comment ils nous ont endormis? Il n'y a pas eu de référendum de la paille, rien. Parce que les pailles, c'est un truc quand même depuis qu'on est tout petit, on aurait dû donner notre avis sur les pailles. Du jour au lendemain, dans la nuit, 1 milliard de camions sont venus, ils ont changé les pailles en plastique avec les pailles en carton. En plus, les mecs qui votent les lois comme ça au gouvernement et tout, les ministres, là, je regarde la chaîne là, parlementaire, je sais pas quoi. Là. Les ministres, ils ont 80 piges. Ils sont marrants, ils ont profité des pailles. Voilà, c'est très drôle, vous interpellez sur ça, vous vous interpellez aussi sur l'actualité politique, vous rhabillez un petit peu les activistes de tout poil aussi, c'est assez drôle. Ouais, après je fais pas de leçon de morale, moi je donne mon point de vue qui est un peu, je pense que ce qui est important quand tu montes sur scène, c'est de donner ton avis, ton point de vue et pas pas te faire passer pour l'intello ou quoi. Moi, mon seul point de vue sur l'écologie, sachant que je suis très peu calé, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de paille en plastique, donc ça c'est mon vrai problème de la vie de tous les jours, mais en vrai, non, bien sûr, je tape pas sur les activistes et je pense qu'il faut qu'il y en ait parce qu'il faut que aussi les choses bougent. Mais après, moi, de mon petit avis et de ma petite vie, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a plus de paille en plastique. C'est tout. Vous votez, vous, Az ?
J'ai pas voté cette année. Vous n'avez pas voté? Non. Pas envie de voter? Non, pas envie. Je vous dis honnêtement, et j'ai un peu honte, je ne sais même pas comment ça se passe. En fait, je n'ai jamais reçu de carte électorale et on m'a dit qu'il fallait aller dans une mairie. Et dès que j'entends le mot mairie, papier, etc., je me suis dit, bon, j'ai été un peu dans l'esprit de ouais, c'est pas mon vote qui va changer, alors qu'en vrai, si, quand même. Mais non, j'ai pas voté cette année. Je voterai l'année prochaine. Le mec, c'est pas du tout au courant que c'est tous les 5 ans. Je voterai l'année prochaine. J'entends une petite phobie de la paperasse quand même. Hein. Ah, énormément. On est d'accord. Dès qu'il y a d'ailleurs, tous les papiers que vous avez là devant vous, c'est impossible. Ça m'angoisse déjà. C'est vrai. Ah ouais. Moi, ça me rassure. Vous voyez, chacun son voilà. truc. Alors, les thèmes de votre spectacle, bien évidemment, beaucoup d'autodérision. Vous parlez notamment des soirées parisiennes, de votre enfance, des entretiens d'embauche. Et justement, au niveau des entretiens d'embauche, vous en avez fait un premier entretien en tant que potentiel préparateur Nespresso. Ça donne ça. Il pose des questions bêtes en entretien. On continue l'entretien comme ça, je suis là pour être préparateur de commande, ok? Elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter en plus à l'entreprise? Je lui dis, bah là, en tant que préparateur de commande, je vais apporter en plus tout ce qui est préparation, apporter en plus des commandes, tout ce qui touche à la préparation commandaire en fait. Hein, c'est quand tu sais plus quoi dire en entretien, t'inventes des mots, tout ce qui touche aux commandité par rapport au commandage en fait. Voilà. En fait, moi, comme j'ai toujours voulu être commandant, je me suis dit pourquoi pas commander, et puis après partir dans de la commanditation totale quoi. Étant aussi un grand fan de Jérôme Commandeur, je me suis dit tous ces choses. Voilà, c'est un passage de votre spectacle qui m'a énormément fait rigoler. C'est une histoire vraie, évidemment. C'est une histoire vraie, et puis même l'histoire des entretiens, je pense que tout le monde se retrouve là-dedans. C'est vrai qu'il y a des moments dans ta vie où si tu as un peu de chance, tu as fait un peu d'études, c'est vrai que tu arrives à des postes où tu fais des entretiens d'embauche, où il y a des réelles choses à dire, mais moi, dans mes jobs d'étudiant, ou même dans mes jobs après, quand je vais faire un entretien pour être préparateur de commande, ou tu vas faire un entretien pour travailler chez McDo ou quoi, qu'est-ce que tu veux dire, à part ta seule motivation, c'est l'argent, quoi. Les mecs qui te disent qu'est-ce que tu vas apporter en plus à l'entreprise, etc. T'en sais rien, toi tu es venu gagner de l'argent, tu n'as rien apporté en plus, hein. T'es un mec, quoi, c'est tout, quoi. Tu as des cartons et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est tout. En fait, c'est ces choses-là dont j'aime bien parler dans le spectacle, c'est ces choses où on en fait trop, quoi. J'ai l'impression, même quand tu arrives dans un entretien d'embauche, même la dame ou le mec qui est des ressources humaines, il sait que les questions, on s'en fout, quoi. Le mec, il est là, vas-y, c'est bon, il va travailler, puis c'est tout, il n'y a rien à dire, quoi. On va pas s'inventer un truc, le mec, il va préparer des cartons, il n'y a pas de motivation. Sa motivation, c'est rien. Sa motivation, c'est l'argent. Le mec, il a pas une passion pour les cartons. Il n'y a rien à dire, quoi. Vous dites qu'on en fait trop. Il y a aussi un sujet où vous trouvez qu'on en a fait un petit peu trop. C'est le Covid. On va se faire encore un petit kiff. Je te jure, j'étais à fond Zemmour au début de l'année. Tu sais pourquoi? Parce que quand il y avait beaucoup Zemmour au début de l'année, il n'y avait pas le Covid. T'as vu, quand ils mettent beaucoup Zemmour, BFM, ils mettent pas le Covid. Il y a pas, jamais ils font les deux en même temps. C'est soit Zemmour, soit le Covid. Tu sais, à un moment, je me suis demandé, est-ce que le vaccin contre le Covid, c'est pas Zemmour? Il y avait un truc, plus il sort des phrases chocs, plus ça, tu vois. C'est comme le Covid. Tu sais, quand il y a eu beaucoup le Covid, il n'y avait pas Daesh. Daesh, ils ont dit non, nous on fait pas. Ils ont dit mais pourquoi? Il a dit non, on fait pas pendant le Covid en fait. Ils ont dit mais pourquoi en fait? Non, parce que par rapport à la distension. Donc voilà, on l'entend, vous parlez de Zemmour, vous parlez du Covid, et c'est vrai que souvent une actualité en remplace une autre et a tendance à l'effacer. Vous le mettez très bien en lumière dans ce spectacle. Vous parlez de beaucoup de choses dans ce spectacle, bien évidemment, des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous parlez des gens à découvert, des émissions de TV que vous adorez, et vous faites bien les voix off de reportages de faits divers. C'est vrai, j'adore ça. Mais je pense que c'est ce que je regarde le plus à la télé. J'adore les émissions qui passent sur TMC W9. Tout ce qui est enquête d'action, 90 minutes enquête de police d'enquête, tous ces trucs d'enquête, tous ces trucs d'autoroute, de voyage à Saint-Tropez, le Cap Ferré, le Cap d'Agde, attention au Cap d'Agde. T'as l'impression que toutes les villes du Sud, elles sont hyper dangereuses alors que c'est des stations balnéaires. J'adore ces émissions. Vous adorez ces émissions, on est nombreux à les aimer. Alors Az, il y a quelque chose que je voulais vous dire. J'ai regardé vos spectacles, j'ai regardé des extraits bien évidemment, et j'ai fait un constat. Alors je vais le soulever parce que pour le coup on est au bon endroit. La communauté juive vient beaucoup vous voir. Il y a un moment donné, il y a un certain Yoni dont vous parlez. Il est assez drôle d'ailleurs avec sa nana qui s'appelle Eva, ou encore un spectateur qui travaille à l'hypercachère de Sarcelles. Là, vous étiez quand même dans la merde. Ah bah là, je savais que j'étais un peu sur le fil quand il m'a dit qu'il travaillait à l'hypercachère. Bon, après, on a fait une belle impro que j'ai posté sur YouTube, sur Instagram, qui a bien marché. Non, mais bon, je suis très content que toutes les communautés viennent au spectacle, que tout le monde se retrouve. Moi,
moi, quand j'ai écrit ce spectacle-là, je voulais pas qu'il soit communautaire. Je voulais pas que parler qu'à une seule communauté, me dire ok, je vais dire mes parents ils me frappent et pas truc, ça me saoule. Donc j'ai fait un truc. Je pense que tout le monde a les mêmes problèmes tous les jours. Aujourd'hui, on est tous sortis, on est tous été dans les bouchons, on va tous acheter un grille-pain. Donc on a tous la même vie en soi, peu importe la communauté. Donc je suis très content que toutes les communautés s'y retrouvent et que tout le monde vienne me voir. C'est un plaisir d'entendre ça. Azedine, on va vous appeler comme ça puisqu'on va parler de profondeur, on va parler de vos racines. Vous avez partagé la scène avec un autre humoriste algérien, Ahmed Sparrow, qui est excellent aussi, à Alger. Dans ce spectacle, vous êtes revenu sur plusieurs thèmes qui vous tenaient à cœur, comme le choc des civilisations, la vie d'un immigré en France, le rapport au pays d'origine. En tant qu'artiste, quel rapport vous entretenez avec votre pays d'origine aujourd'hui, l'Algérie ? Moi je suis né en France. Après mon pays c'est mon pays d'origine, l'Algérie. J'aime mes origines. Moi mes parents ils m'ont inculqué pas mal de valeurs et de culture de l'Algérie. Comme tout le monde, les matchs de foot quand il y a l'Algérie qui joue, je suis content. C'est un peu le petit poussé, dès qu'il gagne un match, on est content. Je suis parti aussi plusieurs fois en Algérie. Bien sûr que ça fait toujours plaisir de voir où est-ce que ses parents ont grandi. Après, j'aime pas quand on placarde à chaque fois, genre ouais, moi je suis ça, moi je suis ci, moi je suis ça. C'est bon, on est tous là et puis voilà. On vit, on grandit. Nos parents ont des origines, nous on a les origines de nos parents, faut être fier de ses origines. Après, il faut être fier aussi d'où on vit. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être d'origine algérienne. Voilà. C'est noté. En plus de la scène, vous enchaînez aussi les apparitions sur le petit écran. Vous avez officié aussi chez Cyril Hanouna dans La Grosse Rigolade, La Grande Darka pendant 1 an. Vous étiez aussi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, chaque samedi soir à la tête de votre propre chronique dans On est en direct. Dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, vous donniez votre avis sur l'actu de la semaine passée, sur la carrière des invités. Est-ce que c'est facile la télé où on a toujours peur de faire un peu la mauvaise vanne qui tue, surtout quand c'est en direct ? Ouais, c'est vrai que c'est un exercice. Bon, c'était 2 exercices différents parce que La Grosse Rigolade, je pense qu'on avait fait quand même 1 ou 2 émissions en direct, mais il y a un peu moins de pression parce que c'était des blagues et puis on était entre nous, donc on rigole entre copains. Avec il y avait tout le monde, il y avait Boujna, il y avait Boudère, il y avait Gad qui a fait une émission aussi avec nous. Il y avait plein de copains, donc on rigolait entre nous. On est en direct, il y avait une pression qui était un peu différente parce que j'ai fait cette émission en plein Covid, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de public ou quasiment pas, 10 personnes dans le public. J'étais derrière le bar, en face de moi Ruquier et un politique, donc Mélenchon, Ségolène Royal. C'est des gens qui rigolent pas facilement, quoi. On n'est pas sur un gros public, on n'est pas sur un énorme public. On n'est pas sur... Donc c'était 2 pressions différentes et puis surtout on est en direct. Je savais que j'étais en direct, comme son nom l'indique. Voilà. Après c'était 2 exercices différents qui m'ont apporté beaucoup. Donc non, j'ai été très content. Mais c'est vrai que t'as toujours la pression quand t'arrives en télé. Il faut toujours faire la bonne vanne, le bon truc. Faut pas dire la mauvaise chose parce que ça part vite. Mais non, je pense que ça va. J'ai assez bien géré les 2 exercices. J'ai pas eu de bad buzz. Ouais, pas eu de bad buzz. Ça s'est arrêté, c'était volontaire ou vous aviez une actualité qui faisait que... Nous, on est parti en tournage du film et aussi, il y avait la volonté de la part de France Télévisions de pousser l'émission plus sur la politique parce que c'était pendant les années, les candidatures, les années... Élections présidentielles. Les élections présidentielles, voilà, le truc que j'ai pas fait. Donc ils ont enlevé aussi un peu d'humour de l'émission et puis moi, j'étais parti en tournage, donc finalement... Finalement, les choses se sont bien goupillées. Exactement. Comme on dit. Vos prochains projets, c'est quoi ? Mes prochains projets, écoutez, là, le spectacle, samedi 18 juin, donc ce samedi-là à la Cigale. La rentrée, une résidence à Paris. Je suis en train de voir où, je ne sais pas encore exactement, mais à la rentrée, j'aimerais bien avoir 2 jours par semaine où je joue à Paris, plus la tournée en France. Et puis, on est en écriture d'un prochain film aussi avec Laurent Ginca. C'est vraiment votre binôme, Laurent Ginca. C'est mon binôme d'écriture dans la vie, sur l'humour, sur le cinéma, et puis on échange des idées tout le temps. Il faut avoir un binôme avec qui travailler. Parce vous que avez sinon, bien raison. On va parler de votre film Les Gagnants dans quelques minutes sur l'antenne de Radio J. On rappelle que vous produisez à la Cigale le 18 juin à 20h avec votre One Man. Existez également en tournée avant de revenir en fin d'année. Tout de suite, c'est la pause et on revient sur Radio J.